Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct sur la chaîne Bismart, il est 11h et c'est le début de Smart Tech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation et questionne la nouvelle société numérique. Aujourd'hui, je vous propose de commencer par une découverte. On va voir comment vendre, créer, diffuser, acheter de la musique très différemment de ce qui se fait aujourd'hui. Ça s'appelle de la musique par NFT. On va en découvrir davantage dans l'interview avec Kevin Primicero, président et cofondateur de Pianity, dans quelques instants. Et puis le cœur de cette émission sera dédié au débrief de l'actu hebdo de la tech. À l'intérieur, il y a évidemment le sujet Facebook. Facebook qui perd pour la première fois de son histoire des utilisateurs et qui commence à expliquer à ses investisseurs que c'est compliqué de fournir Facebook et Instagram en Europe. On parlera aussi de la conférence ministérielle sur la souveraineté numérique qui a eu lieu lundi et mardi avec les engagements qui seront commentés en plateau. Et puis également de cette aide revalorisée de 300 à 600 € pour passer au haut débit. Et enfin, on retrouvera notre rendez-vous mobile business avec des chiffres assez fous pour la publicité mobile, avant de conclure par une découverte scientifique porteuse de grandes promesses pour la conception de panneaux solaires pour demain. Mais tout de suite, donc, on va parler de création musicale en NFT. Le fait d'armes de mon invité est assez inédit, avoir réalisé plus d'1 million € de ventes avec 5000 NFT musicaux en une semaine. Bonjour Kevin Primicero. Évidemment, l'objet de votre présence ici, c'est d'expliquer de quoi on va parler précisément là quand on parle de NFT musicaux. Pourquoi ça mérite aussi qu'on s'y arrête. Mais justement, c'est ma première question. Qui sont ces gens qui ont acheté ces 5000 NFT musicaux qui valent 1 million € de ventes sur votre plateforme en une semaine, qui a compris finalement déjà ce que vous étiez en train de faire? Alors nous, on a plusieurs types d'utilisateurs qu'on a identifiés, notamment dans ceux qui ont dépensé au total 1 million € pour soutenir ces artistes. On va avoir déjà dans un premier temps les fans de ces artistes en question, qui peuvent avoir acheté ces NFT pour plusieurs raisons. La première, c'est certainement pour soutenir l'artiste, parce que en fait, dans ces 1 million € qui ont été distribués, c'est pas à des artistes extrêmement connus, c'est en général des artistes de niche, des artistes émergents. Et donc, je pense que la plupart de ces personnes ont voulu soutenir ces artistes-là en leur, au final, donnant de l'argent directement, ce qu'on ne peut pas faire sur les autres plateformes aujourd'hui. Et puis, ce sont quand même des pionniers, des défricheurs d'une nouvelle façon de commercer, de commercer avec l'art, avec les œuvres culturelles. Clairement, donc dans un deuxième type d'utilisateurs, je pense aussi qui ont acheté ces NFT, ça va être notamment des personnes de la communauté crypto-monnaie, donc qui sont aussi venus pour investir tout simplement et se dire c'est une nouvelle plateforme, elle a l'air intéressante, elle est pionnière, je vais acheter des NFT sur Pianity parce que je pense qu'ils vont prendre de la valeur plus tard. Donc, et ce sont des Français, des utilisateurs français? On a aujourd'hui sur Pianity entre 10 et 20% d'utilisateurs français et 80% d'utilisateurs étrangers. On a beaucoup de monde en Asie, on a du monde aux États-Unis, on a du monde en Amérique du Sud également. Donc ça bouge plutôt autour de nous pour l'instant et là c'est vraiment, je disais inédit, mais enfin vous êtes vraiment au tout début là d'une histoire autour de la musique vendue en NFT. Donc vous êtes le président cofondateur de Pianity, donc c'est une plateforme musicale qui est française, dédiée aux NFT. Les artistes, les musiciens et leur communauté, vous l'avez dit, ils peuvent donc créer, vendre, acheter, collectionner des morceaux en édition donc limitée. C'est la particularité du NFT. C'est ça, et c'est une vraie révolution, notamment pour l'industrie de la musique, parce que depuis des centaines d'années, voire plus, quand un peintre, par exemple, peint un tableau, le tableau est unique. La même chose pour un sculpteur, la sculpture est unique. Par contre, un musicien, jusqu'à aujourd'hui, quand il composait un morceau qu'il enregistrait sous forme de fichier MP3 ou autre, ce fichier était multipliable, démultipliable à l'infini. Et en fait, c'est ce qui fait qu'il n'avait pas vraiment de valeur au final, ou moins de valeur peut-être qu'un tableau de grand peintre. Aujourd'hui, grâce au NFT, on peut amener cette rareté dans le monde de la musique. Alors, est-ce que c'est adapté ce modèle justement? Parce que ce qui fait qu'on a lutté, réussi à endiguer quand même une grosse partie du piratage sur la musique, c'est parce que sont arrivées des offres au modèle illimité de consommation avec des forfaits qui permettent de consommer autant qu'on veut, autant de musique qu'on veut. Et là, vous nous dites, je vais transformer ce modèle et je vais en faire un objet très rare de la musique. Exactement. C'est parce que quand Spotify est arrivé... C'est pas anachronique. Si, mais c'est parce que quand Spotify est arrivé, donc ils sont arrivés, les plateformes de streaming, avec une solution
au piratage, qui était on donne accès à tout, et en fait c'est plus pratique d'être abonné à Spotify que de devoir télécharger une par une toutes les musiques qu'on veut écouter. Donc ça a mis fin au piratage de cette manière-là, mais les NFT n'existaient pas à l'époque. Aujourd'hui, on a cette nouvelle technologie qui permet d'empêcher la copie, qui permet l'édition du coup limitée, et surtout qui permet de vraiment permettre aux artistes de se rémunérer. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir en tête un chiffre, c'est que 90% des artistes sur les plateformes de streaming gagnent moins de 1 000 € par an. Oui. Donc c'est impossible pour eux aujourd'hui de vivre, et ils ont besoin d'aller faire des concerts ou d'avoir tout simplement un métier à côté de leur vie d'artiste. Et donc là, ça pourrait être une activité à côté finalement des plateformes de streaming classiques, une activité avec d'autres œuvres. Est-ce que ce sont des œuvres inédites, exclusives, qui sont vendues sous forme de NFT ? Exactement. Donc nous, quand un artiste sort son NFT sur Pianity, il peut aussi le sortir sur les plateformes de streaming. Les deux peuvent aller de pair. D'accord. De la même manière qu'on pourrait sortir une musique sous forme de vinyle et puis continuer à les sortir à la radio, mais aussi sur les plateformes de streaming. Donc les deux vont ensemble. À partir de là, on laisse le choix à l'artiste de décider s'il souhaite que son œuvre soit exclusive sur Pianity, s'il souhaite la sortir en premier sur Pianity et ailleurs ensuite, ou s'il souhaite la sortir en même temps ou même après chez nous avant de l'avoir sortie. Parce que pour celui qui possède ce morceau musical sous forme de NFT, donc qui en a une propriété, ça n'a pas beaucoup d'intérêt si finalement ce même morceau se retrouve sur les plateformes limitées. Alors, moi, je suis d'avis que si on possède un NFT d'une œuvre et que cette œuvre, qui est sur les plateformes de streaming, a énormément d'écoute, est diffusée à la télé, est diffusée à la radio, en fait, ça va faire prendre de la valeur au NFT parce qu'il n'existe qu'un seul NFT ou un nombre limité de NFT. Donc moi, je suis partisan de dire, si j'ai un NFT, j'aimerais bien qu'il soit diffusé partout. De la même manière que la Joconde. Ça veut dire que j'ai parié sur une œuvre à succès. Exactement. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on s'enrichit. Hein. On n'est pas propriétaire des droits d'auteur. Exactement. Aujourd'hui, sur Pianity, on possède un objet qui est dérivé de la musique. On ne possède pas les droits d'auteur qui appartiennent toujours aux auteurs de cette musique, ni les royalties qui appartiennent toujours aux personnes qui détiennent le master. Donc c'est vraiment, ça permet à l'artiste en fait d'avoir accès à une nouvelle source de revenus pour lui, qui rentre pas en conflit avec le reste et qui lui permet donc de se financer. Et alors, c'est les victoires de la musique demain. J'imagine que ça ne va pas être un sujet au cœur de la soirée de la cérémonie, mais est-ce que vous avez commencé à réussir à convaincre des artistes célèbres qui seront peut-être aux victoires de la musique demain à toucher au NFT et à venir sur votre plateforme ? Alors aujourd'hui, donc vous avez mis le doigt dessus, c'est que donc il y a des contrats qui sont assez complexes, notamment en termes de droits d'auteur et avec les maisons de disques et les labels. Donc aujourd'hui, on est en discussion avec ces acteurs-là pour pouvoir sortir des gros artistes. Et donc c'est quelque chose qu'on va faire dans les prochains mois, donc avoir accès et pouvoir, en accord avec la SACEM et en accord avec les maisons de disques, sortir des artistes qui sont aujourd'hui très connus et qui seront sûrement aux victoires de la musique demain. Alors, ce qu'on peut signaler aussi, c'est que vous êtes un ancien de l'école 42. Oui. Bon, vous êtes un geek, vous avez beaucoup de développement dans votre histoire déjà, jeune histoire, mais vous avez déjà fait beaucoup d'autres choses, on n'aura pas le temps d'en parler maintenant. Mais ce que je voulais signaler, c'est que cette plateforme de musique, en plus, elle a une façon d'être gérée qui est aussi assez innovante. C'est une gestion collective décentralisée. Expliquez-nous. Exactement. Donc déjà, toutes les musiques et tous les NFT sont stockés sur plus de 1500 serveurs dans le monde qui ne nous appartiennent pas. Oui. Ça veut dire que si demain, on n'existait plus, les NFT, eux, existeraient toujours. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un dépense 100 € sur Pianity pour acheter un NFT, ce NFT ne sera pas perdu même si nous, on n'existe plus. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on essaie aussi de décentraliser la manière dont on sélectionne les musiques, de la manière dont on permet aux artistes de sortir sur la plateforme. On veut pas, en fait, c'est pas notre rôle de sélectionner, d'être un label. Notre rôle, c'est de fournir un outil pour que l'industrie puisse avancer plus vite. Et en fait, aujourd'hui, une des manières de participer sur Pianity sans même dépenser d'argent, c'est de pouvoir venir voter pour les prochaines musiques qui seront disponibles sous forme de NFT. Et donc on a mis en place un système où on a une liste d'attente d'artistes et quand un artiste reçoit beaucoup de votes, il va pouvoir sortir sur Pianity sous forme de NFT. Donc un modèle vraiment collaboratif. Vous collez au modèle, au principe d'origine, on va dire, de la blockchain. Exactement. Merci beaucoup. Kevin Primiserio, qui est le président cofondateur de Pianity, donc une nouvelle plateforme de vente d'achat de musique en NFT. C'est l'heure dans Smart Tech de passer au débrief hebdo de l'actu.
Alors avec moi pour commenter l'ActuTech cette semaine, Alain Staron, le disrupteur opérationnel, président cofondateur d'Artifil, une start-up disruptive forcément, dans le secteur de la maison intelligente. Et à vos côtés, Alain, Benoît Thiolin, qui est une personnalité, entrepreneur du numérique français, directeur de Cbrain France, une plateforme logicielle de digitalisation des process administratifs. On va parler non pas de vos activités, mais de Facebook. Enfin, Facebook Meta, je devrais dire maintenant, donc qui a dévoilé ses résultats et on s'aperçoit que pour la première fois de son histoire, il perd des utilisateurs. Déjà, première nouvelle, mais deuxième nouvelle, on découvre dans un document envoyé à la SEC, donc au régulateur des marchés financiers, un petit paragraphe qui dit que, en gros, ça va devenir peut-être compliqué de continuer à fournir Instagram et Facebook en Europe du fait d'un flou sur la législation qui concerne les transferts de données des utilisateurs vers les États-Unis. Alors, on a cru que d'un seul coup, c'était une menace de quitter le vieux continent et de nous laisser comme ça sans Facebook et Instagram. Bon, après tout, pourquoi pas, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, Meta a évidemment réagi à ce qui était paru dans la presse pour nier toute menace et tout départ intentionnel. Mais pour autant, n'a pas nié que ça restait une activité risquée en Europe. Qui veut réagir ? Je sais pas, oui, je veux bien. D'abord, ça fait quand même déjà longtemps qu'on a des doutes un peu sur la croissance éternelle de Facebook, notamment en Occident et en particulier en Europe. Si vous regardez, il y a quand même eu des vagues. Facebook maintenant est implanté en Europe à peu près au milieu des années 2000. 2007, c'est le moment où vraiment ça commence à débarquer un peu. Et puis ça croît dans les années qui suivent. Mais si vous regardez les jeunes générations, en réalité, ils sont assez peu sur Facebook. Ouais. Donc, si on prend du champ et qu'on se place au niveau d'un méta dans lequel on va trouver aussi bien Facebook, bien sûr, mais surtout Instagram et WhatsApp, là, tout d'un coup, on retrouve, on va dire, une audience et une diversité d'audience qui est beaucoup plus large. Mais si on regardait uniquement que Facebook, nos enfants n'y sont pas et nous-mêmes y sommes un peu moins. Ça s'est aussi énormément clivé socialement l'usage de Facebook. Donc les interrogations sur Facebook en soi, elles sont déjà assez anciennes et par ailleurs les détournements, les implications de Facebook dans le champ politique, etc. Ça fait déjà des années qu'en réalité ça crée des polémiques. Ils n'arrêtent pas de faire un peu les apprentis sorciers, ils changent les algorithmes. Rappelez-vous des débats évidemment très très profonds qu'on a eu sur l'élection de Donald Trump, mais qu'on a eu aussi au moment des Gilets jaunes, puisqu'on sait très bien aujourd'hui que les changements des algorithmes, suite justement aux reproches qui avaient été faits à Facebook dans l'outillage du débat public au moment de l'élection de Donald Trump, avait eu comme conséquence aussi de mettre davantage l'accent sur les groupes locaux qui n'avaient pas été sans conséquence sur l'émergence des Gilets jaunes. Donc on sent qu'il y a un côté un peu apprenti sorcier qui ne rend pas service à Facebook. Alors ensuite, la question qui se pose sur vont-ils se retirer ou pas ? Oui, c'est une panoplie, dans la panoplie, on va dire, des armes dont ils disposent pour faire un bras de fer avec l'Union européenne. Qui est en train donc de réguler sur les plateformes numériques. Exactement. Et donc, c'est un dispositif pour le faire. Un coup de bluff, un coup de poker, mais qui est quand même très dangereux parce que il y a quand même des millions, il y a d'abord des dizaines de millions d'usagers, ne serait-ce qu'en France. Il y a des centaines de milliers d'entreprises, d'associations qui en fait ont leur existence sur Internet, sur Facebook, parfois leur business model. Donc ce ne serait pas sans impact, c'est ça que vous dites, Benoît. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Par ailleurs, ça pose aussi une question de si tout d'un coup EDF vous menaçait de couper l'électricité en disant finalement ce marché ne m'intéresse pas, vous diriez je vais peut-être changer de provider d'électricité. C'est la même chose qui est posée sur Facebook. C'est une arme qui est un peu à double tranchant, dont il faut qu'ils usent avec énormément de prudence. Bah oui, parce que déjà que beaucoup de jeunes partent sur TikTok, donc... Exactement. Ouais, en fait, j'ai l'impression quand même le truc intéressant, c'est ça y est, Facebook atteint son plateau en nombre d'utilisateurs. En même temps, perte à 1 million sur 2 milliards, c'est le 3e chiffre après la virgule. Donc ça dévisse autant en bourse, c'est caractéristique du manque de nerfs des investisseurs, mais bon, peu importe. Et c'est normal qu'ils atteignent un plateau. L'humanité est finie, le nombre de gens qui ont un téléphone est fini, le nombre de gens susceptibles d'intéresser est fini. Ce qu'il faut regarder, c'est l'ARPU, le revenu moyen par utilisateur. Et lui, il ne fait que grimper. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les Américains, c'est 60 € par personne, pour les Européens, c'est 20 €, et les Asiatiques, c'est 4 €. L'Europe est le 2e continent en termes de chiffre d'affaires pour Facebook. Donc, évidemment, non, ils ne vont pas s'arrêter comme ça. Bon. Après, évidemment, il y a du bluff. Il y a évidemment des solutions. Tout de suite, si on parle du problème d'où sont stockées les données, c'est un faux problème. Mais
ils font comme ça parce qu'ils craignent les problèmes suivants liés au Cloud Act et au RGPD. Qui fait qu'à un moment, ils risquent de ne plus pouvoir stocker eux-mêmes les données. Alors quand même, on est quand même tous d'accord que c'est vrai qu'il y a un flou juridique aujourd'hui en Europe, puisqu'il n'y a plus le Privacy Shield qui permettait de créer un bouclier sur les transferts de données extraterritoriales. Donc ça, c'est vrai. Le problème est devant. Et ça ne concerne pas que Facebook. Ça veut dire quand même que là, on pointe du doigt une problématique qui touche tous les géants numériques qui sont hors des frontières européennes. Absolument. C'est vrai. Autant dire tous les géants du numérique, pardon. Oui, absolument. mais c'est vrai que pour une plateforme comme Facebook, c'est particulièrement compliqué quand même. Pour une raison simple, c'est que c'est une plateforme de mise en relation, dans laquelle vous allez... c'est une plateforme qui crée du lien social. Hein, on peut contester ça. Enfin, ça fonctionne bien. C'est un annuaire mondial, en réalité, et qui s'est développé, au fond, un petit peu aussi, en même temps que cette mondialisation heureuse, sur laquelle, aujourd'hui, on a beaucoup plus de critiques qu'auparavant. Ce qui est assez différent avec une application dans laquelle vous allez avoir, en fait, l'essentiel de vos activités qui vont être localisées dans un pays. Donc, je ne dis pas que c'est toujours simple pour toutes les entreprises de tout d'un coup d'avoir des changements techniques qui sont extrêmement importants, qui peuvent coûter très cher et qui ne sont pas si simples que ça, mais qui sont solubles. Chez Facebook, c'est un peu compliqué parce que quand vous êtes en train d'échanger avec un ami américain sur Facebook, que vous allez sur une page d'une entreprise, je ne sais pas moi, canadienne, les données que vous allez y laisser, elles sont où? Elles sont aux États-Unis, elles sont en Europe. Ces données, elles sont européennes ou elles sont américaines? Elles sont les deux. Donc en fait, c'est pas si simple que de découper les usages sur une plateforme dont l'essence même, en tout cas pour une partie de ses activités, est mondiale et en tout cas très fortement liée en Occident, quels que soient les pays. Donc déjà, si on devait le faire en Europe, ce serait compliqué, mais on voit bien qu'encore une fois, c'est différent selon les types d'applications. Donc je pense que la question se pose quand même pour eux, c'est pas si simple que ça. Et ça pose peut-être une question qui est au fond, est-ce que des plateformes mondiales, qui sont quand même probablement pas le cœur de leur essence. Hein. C'est-à-dire que si vous regardez un peu les échanges que vous avez sur Facebook, il est fortement possible que pour un Français, 90% de ces échanges ont plutôt lieu, en tout cas avec des amis entre guillemets français, et probablement sur des plateformes pour une partie qui sont européennes. Donc, mais vous voyez bien qu'encore une fois, c'est ce découpage-là qui pose problème et qui se fait en toile de fond d'un débat qu'on a depuis quelques années sur ce qu'on appelle la balkanisation du web. Et si on croit... qu'on n'a plus un web complètement global. Et si on ne croit pas au fait que Facebook puisse partir comme ça du jour au lendemain avec Instagram sous le bras d'Europe, en revanche, le fait que ce soit un vrai risque financier, la réglementation sur la donnée en Europe, ça oui. Ah, c'est la fin d'un cycle. Enfin, on a déjà parlé plusieurs fois. Hein, ces entreprises se saisissent d'un Eldorado vierge, comme dans tous les Eldorado, ils foncent, ils se développent. On finit par comprendre qu'ils font quelques entorses aux libertés individuelles. Alors, la sensibilité dépend des continents, mais en Europe, on y est très attaché. Et donc, à ce moment-là, le régulateur intervient, et c'est en ce moment que ça se passe. Et donc, se pose la question pour ces plateformes, c'est quoi leur avenir? C'est quoi leur futur? Qu'est-ce qu'elles vont devenir dans un monde où les règles changent? Et pourquoi les règles changent? Simplement parce qu'il n'y avait pas de règles avant. Donc, à un moment, il faut bien en mettre, ne serait-ce que pour la protection des individus. Donc risque financier, oui, ça c'est réel. Risque financier, donc mutation probable. Mais, enfin, je vais faire un peu de caricature ou de je sais pas quoi, mais on parle de métavers. Je pense pas que personne imagine qu'on puisse avoir 2 milliards de gens sur un métavers. En revanche, l'ARPU d'un utilisateur du métavers va être bien plus élevé. Donc, si vous raisonnez vraiment purement financièrement, vous allez constater que vous n'avez pas forcément besoin d'attraper la terre entière avec peu d'argent, et vous vous limitez à moins de clients sur lesquels vous faites beaucoup plus d'argent, ça sera beaucoup plus rentable. Et donc peut-être que ce Facebook, Instagram disparaîtra d'Europe au moment où le métavers de Meta aura pris place. Très bien. On enchaîne avec la conférence ministérielle « Construire la souveraineté numérique en Europe ». Ça, c'était le titre du rendez-vous de lundi et mardi. On a évidemment parlé de la question du cloud, avec des engagements, 12 États membres qui disent unir leurs forces pour développer la prochaine génération de services et d'infrastructures cloud. En fait, c'est quand même le premier projet d'intérêt européen commun numérique qui apparaît. Donc ça, c'est plutôt un bon signe, avec une enveloppe totale estimée à 7 milliards d'euros de cofinancement public-privé. Est-ce que ça vous a laissé un goût optimiste sur l'avenir du cloud en Europe ? Je vais encore me répéter. Allez, Alain. Le cloud, c'est bien, mais bon, les jeux sont à peu près faits. Donc c'est très bien qu'on mette de l'argent, qu'on trouve une sorte de souveraineté. Mais la vraie réponse, c'est le coup d'après. Le cloud ne va pas pouvoir stocker toutes les données. En attendant le coup d'après. Oui, mais mon point, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce programme pour le coup d'après?
Donc on parle d'innovation de rupture à un moment, on en va peut-être en parler dans un instant. Mais donc le cloud, c'est quelque chose à faire, mais toute proportion gardée, on n'a pas des poches non plus infiniment grandes. Et donc qu'est-ce qu'on met de côté pour encourager l'initiative suivante, puisque comme tous les cycles, le cloud va avoir une fin. Mais sauf qu'il y a des urgences et des choix aujourd'hui qui sont faits au niveau de l'économie et des États. Alors je voulais vous proposer qu'on prenne par Skype Francisco Mingorance, qui est secrétaire général de CISP, qui rassemble les fournisseurs d'infrastructures cloud en Europe et qui a publié une lettre ouverte du secteur du cloud qui a été envoyée à la vice-présidente de la Commission européenne, Madame Vestager. C'était concomitamment à la conférence d'ailleurs. Cette lettre ouverte est signée par plus de 40 entreprises européennes du secteur du cloud et elle demande à ce que le Digital Market Act, donc qui est en discussion aujourd'hui au Parlement européen, s'attaque de manière adéquate aux pratiques de certaines entreprises du logiciel. Bonjour Francisco Mingorance, vous êtes connecté avec nous, vous nous entendez, tout va bien? Bonjour, oui, je vous entends très bien, merci. Parfait. Alors, quelle est la motivation pour vous dans la publication de cette lettre ouverte, alors que justement l'Europe est autour de la table en train de discuter de solutions souveraines? Oui, merci pour cette possibilité de vous parler de la lettre des 41 PDG et associations qui représentent les startups et les entreprises européennes du cloud. La motivation, elle est simple. On a accueilli des annonces d'investissement et de financement public, mais le vrai enjeu, c'est un enjeu qui est sur les marchés. Et dans les marchés, on doit conserver la concurrence entre les entreprises fournisseurs de cloud. Or, les signataires de cette lettre à la vice-présidente sont inquiets, ils sont confrontés avec une situation urgente parce que des fournisseurs de logiciels historiques comme Microsoft et d'autres utilisent leur position dominante dans certains logiciels pour loquer leurs clients et les forcer à utiliser leur propre infrastructure cloud, notamment Azure. Et donc, ça, selon vous, ce n'est pas une question qui est adressée suffisamment clairement dans le règlement, le DMA? Pas encore, malheureusement. Et là, le DMA qui est en voie d'adoption sous présidence française devrait être clarifié pour s'assurer que ces abus de licence logicielle, qui en fait sont des pratiques tout à fait déloyales de certains contrôleurs d'accès, que ces abus sont interdits ex ante, c'est-à-dire qu'une entreprise, un contrôleur d'accès qui les applique dans ses contrats devrait tout de suite être soumis à des interdictions et des remèdes juridiques. Sans ces remèdes, le risque, ce qu'on voit, ce qui se passe maintenant, c'est que les fournisseurs d'accès des fournisseurs de cloud plus petits et des entreprises européennes qui sont très innovantes sont exclus de leur propre marché. Alors, parce qu'en France, quand même, cette question urgente, là on n'est pas sur demain, on est sur aujourd'hui, de la concurrence possible ou non sur le cloud, elle commence quand même à prendre de l'importance. Pendant le débat de la campagne présidentielle, on a des candidats qui prennent position sur ce sujet. Benoît Thiolin. Oui, je pense que ça a beaucoup changé en quelques années quand même. Les questions de souveraineté numérique sont devenues tout simplement présentes dans le débat public alors qu'elles ne l'étaient pas. Et ça, c'est quand même un point extrêmement positif. Alors c'est vrai que quelquefois, on n'a pas toujours les solutions. Sur le cloud, très honnêtement, on ne les a pas complètement. Mais je dirais peut-être moins que vous. Je suis d'accord avec le fait qu'il faut évidemment parier sur les coups d'après, c'est une évidence. Il y a pas mal de choses d'ailleurs qui sont lancées ces derniers temps. Et c'est vrai que quand on regarde quand même les bilans des différentes commissions européennes ces 15 dernières années, quand on regarde ce que fait Thierry Breton, je reconnais, moi je suis assez admiratif des chantiers qu'il ouvre et qui sont très honnêtement sans commune mesure avec ce qui avait été fait jusque-là. Donc ça, on a quand même clairement à s'en réjouir. Il comprend ces problématiques et elles sont prises à bras le corps. Alors ensuite, c'est pas simple. Ça veut pas dire parce qu'on met une bonne politique publique en place qu'elle va forcément porter ses fruits. Ça dépend aussi du privé, ça dépend de plein de choses. Mais disons, on peut vraiment s'en réjouir. Et puis, il faut voir si ça va jusqu'au bout, parce que je voulais faire réagir, oui, pardon Benoît, je voulais faire réagir aussi Francisco sur la politique française autour du cloud souverain, puisque maintenant on a un label très fort pour définir ce qu'est un cloud de confiance en France, mais enfin c'est un modèle finalement qui permet d'intégrer les géants du numérique américains. Donc est-ce que ça vous met mal à l'aise ou pas ? Non, absolument pas. Nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait une concurrence qui soit juste. Or, c'est pas le cas. Et maintenant, la fenêtre d'opportunité, elle se referme.
Et si vous voulez préserver un secteur européen des infrastructures cloud en Europe et conserver même la simple idée d'une souveraineté numérique pour ces infrastructures cloud, il faut agir maintenant. Et c'est la présidence française de l'Union européenne qui tient toutes les cartes dans sa main pour clarifier que le DMA doit régler ces problèmes de concurrence déloyale sur les services d'infrastructure cloud. Et là, que ce soit des Européens ou des Américains, s'ils jouent tous avec des règles, les mêmes règles et des règles justes, il y a un espace pour préserver une infrastructure cloud européenne, pour préserver et développer des offres souveraines. Et c'est vers cette direction qu'on veut aller. Très bien. Alain, ça correspond à ce que vous disiez sur les règles anticoncurrentielles. Exactement, c'est le truc de base. Effectivement, c'est très bien d'avoir... Qui ont pour l'instant eu raison du marché jusqu'ici, et maintenant on dit stop, quoi. Et ben exactement. On dit, en fait, on fait comme on a fait dans le temps avec les Bell Apps, qu'on avait avec le train, on sépare, on coupe en morceaux les monopoles verticaux pour laisser la place à la concurrence, qui est juste très sain. On va remercier et libérer Francisco Mingorance, secrétaire général de CISP. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette lettre ouverte que vous avez envoyée à la Commission européenne. On continue à parler de cette conférence sur la souveraineté numérique. Il y a notamment toute la partie Scale-up, l'initiative Scale-up Europe qui a été lancée par Emmanuel Macron en mars 2021 pour créer 10 géants technologiques valorisés à plus de 100 milliards d'euros. Donc grosse ambition. Alors pour cela, ils vont créer un fonds de fonds. Ça ne complique pas les choses, ça ? C'est un moyen de mutualiser l'argent, donc c'est pas idiot. Après, c'est aussi quelque chose qui commence à transparaître. Parce que quand vous êtes dans l'entreprise, vous êtes une start-up, vous allez lever des fonds. Bon, on s'adresse aux fonds nationaux, puis après il y a un fonds européen, mais là il va y avoir un fonds européen de fonds. Oui, enfin, je sais pas. Non, ça me choque pas. Enfin, qu'on trouve les moyens. Il faut voir quand même qu'on pendant très longtemps, on était quand même un petit peu contraint de traverser l'Atlantique pour aller chercher de l'argent. Donc, qu'on mette un peu tous les moyens sur la table, et ils sont parfois byzantins, mais l'Europe est un peu comme ça aussi. Moi, ça me choque pas. Je dirais à la fin. Si c'est efficace, tant mieux, quoi. Non, effectivement, nous on voit très concrètement, on voit des propositions de subventions européennes, et non, il y a BPI France, mais maintenant il y a aussi l'Europe, European Innovation, c'est pour je ne sais plus quoi. Bref, avec pas mal d'argent, donc on est très content de pouvoir soumettre nos dossiers dès parce qu'on invente des trucs. Donc inventer, il vaut mieux que ce soit financé, et si l'Europe finance cette R&D, c'est vraiment très bien. Le scale-up, c'est malheureusement pas que ça. C'est aussi à un moment, pour passer à la vitesse supérieure, avoir un investisseur privé, ça peut plus être un investisseur de type État qui prend le relais et qui, on a parlé de Cruise la semaine dernière, General Motors, mais et son taxi autonome, en milliards d'euros sur son taxi autonome, il n'y a aucun industriel de la voiture européen, français pas et allemand non plus, qui aille jusque-là. Donc, et pourquoi ? Parce que là, on parle en milliards d'euros, il ne faut pas les trouver dans des subventions, ils les trouvent auprès de venture capitalistes. Là, ce ne serait pas des subventions, on parle vraiment d'un fonds, oui, c'est vrai, d'investissement, d'un fonds de fonds. Et ça va plutôt dans le bon sens, du coup, tout à fait. Et c'est plutôt la France et l'Allemagne, pour l'instant, qui se sont engagés à investir 1 milliard d'euros chacune. D'autant qu'il y a quand même un enjeu, qui est que c'est très bien de soutenir les startups, mais à la fin, si cet investissement en intelligence, en moyens humains, en argent, en temps, finit par basculer aux États-Unis et à être acheté par une boîte américaine, c'est quand même un sujet. Donc il n'y a pas simplement, c'est bien de faire éclore des startups, on a été le premier à essayer de pousser tout ça, mais il faut aussi avoir le souci quand même qu'à un moment donné, dès que c'est mature, ça bascule pas sous contrôle américain, parce que c'est quand même un sujet. C'est l'idée des 100 milliards. Exactement. Une boîte à 100 milliards, c'est plus difficile à racheter. Bon, on n'a pas le temps d'aborder tout ce qui a été dit, notamment sur les communs numériques. Je trouve que c'était intéressant. Voilà, il y a eu des engagements de 16 États membres sur les communs numériques. Faut le saluer. Il y a vraiment une nouvelle doctrine qui est en train d'émerger, je l'espère. Je voulais aussi vous faire commenter l'annonce par le Premier ministre Jean Castex d'une aide qui passe à 300 € pour aider les particuliers ou les entreprises d'ailleurs à s'équiper d'une connexion Internet haut débit. Avant, c'était 150 €. Alors, j'ai regardé un peu les tarifs, moi, si on veut se connecter, si on est dans une zone rurale ou une zone blanche et qu'on veut accéder à une connexion Internet, alors c'est très cher. Oui. C'est très cher et évidemment c'est bien d'aider
Et bien sûr que c'est bien, on ne va pas dire le contraire. Aider des gens qui ne peuvent pas se payer une connexion Internet à un moment où c'est devenu une infrastructure essentielle. Donc en fait, si vous n'êtes pas connecté à Internet, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire, y compris dans votre vie quotidienne de tous les jours, administrative, santé, etc. Donc c'est vraiment un sujet d'inégalité absolument profond. Qu'on cherche à corriger ça, c'est bien. Ensuite, c'est quand même le symptôme de quelque chose qui ne va pas. Parce que, très honnêtement, quand même, le plan très haut débit, ça fait 15 ans qu'on en parle, ça fait plus de 10 ans qu'il a été lancé, il a été relancé je ne sais pas combien de fois. Et c'est lent, quoi. Et ça, c'est quand même un peu triste. Moi, j'ai pas mal de contacts et d'amis qui vivent en région, et ils ont tous le même discours, que c'est lent, que quelquefois la trachée a été faite à 10 mètres de chez eux, qu'ils sont incapables de savoir, ils écrivent à l'ARCEP, etc. Ils sont incapables de savoir quel est l'opérateur, qui est responsable du chantier. C'est un enfer, une jungle servicielle absolument dingue. Et c'est dommage parce que l'idée de fournir du très haut débit à tout le pays, partout, qui a un mythe assez français, un peu égalitaire, un peu une logique au fond, un peu d'arsenal. L'électricité, exactement. quoi. C'était une très bonne idée. Mais dans la réalisation, très honnêtement, 10 ans après, on n'y est toujours pas. C'est pas génial. Mais en fait, l'idée est excellente, mais il ne faudrait pas imposer les moyens en même temps qu'imposer l'idée. C'est très bien d'avoir du très haut débit partout, mais qui a dit qu'il fallait absolument que ce soit en fibre ? C'est impossible. Absolument, c'est les on voit bien qu'en région, il y a un moment, la fibre a des limites. Ça a bougé quand même là-dessus. Au départ, c'était l'idée. Ça a quand même bougé. Ouais. Et donc, en fait, parce que, on dit, c'est bien d'offrir à tout le monde tous les accès vitaux, mais si vous avez une maison qui est un peu en dehors de la route, c'est vous qui vous payez vous-même l'accès à l'eau et à l'égout. Donc, c'est un peu la limite de l'exercice. Donc, effectivement, on ne peut pas, avec une seule infrastructure, couvrir l'ensemble du pays. Je rappelle que sur le téléphone, les derniers continents n'ont pas tiré des lignes fixes. Ils sont passés directement en mobile. Au mobile, oui. On est d'accord. Donc maintenant, la question, c'est... effectivement, aujourd'hui, c'est assez cher. Si vous regardez l'abonnement 5G... Disons qu'avec 300 €, on couvre une année d'abonnement à peu près. Bon, voilà. Mais après, donc, sauf qu'on s'engage pour lesquels, pour tout le temps. Et puis ça dépend lesquels. Il y en a qui montent à 60 € par mois. Si vous faites par satellite, vous n'y arriverez pas. Absolument. Ça vous coûtera plus cher. Sauf si vous prenez Starlink. Non, Starlink, c'est plus cher. Et bientôt Kuiper. Starlink, c'est 100 € par mois. Je le sais, je suis abonné. Donc c'est 100 € par mois. Je le vois à 5 ans. Non, c'est 100 € par mois, donc c'est cher. Et les équivalents Nordnet ou autres, parce qu'il y a des offres Telsat françaises équivalentes. Starlink n'a fait que ajouter une technologie déjà existante avec un service un peu différent et des prix qui sont pas les mêmes. Mais c'est aussi assez cher. Alors c'est plus compliqué, c'est à la française, il y a toujours un truc à louer, un dépanneur à acheter, etc. Mais au global, quand même, ça ne couvre pas, les 300 € ne couvrent pas. Merci, messieurs. Mais il y a les 4G, 5G, des choses comme ça. Et oui. Juste pour y accéder, il faut aller sur aménagementnumérique.gouv. On ne choisit pas son opérateur comme on veut. Il faut que ce soit un opérateur qui soit dans la catégorie du dispositif, donc éligible. Merci à tous les deux. Merci Benoît Thiolin, directeur de Cbrain France, et Alain Staron, président cofondateur d'Artifil. On se retrouve juste après la pause. On va parler mobile business et de ces chiffres fous de la pub mobile. C'est Smartech, le plateau où on parle de l'innovation et de la société numérique, et tout de suite de mobile business avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous commenter les derniers résultats de la publicité mobile. C'est une industrie qui bat son plein. Oui, effectivement, après une année 2020 difficile à cause de la crise du Covid, la publicité digitale a bien rebondi en 2021 avec une croissance de l'ordre de 24% pour atteindre 7,6 milliards d'euros selon les chiffres agrégés par le syndicat des régies Internet et le cabinet Oliver Wyman. Alors dans le détail, le search, la publicité sur le moteur de recherche, représente 3,2 milliards d'euros en croissance de 28%, les réseaux sociaux 2 milliards d'euros en croissance de 22%, le display 1,5 milliard d'euros en croissance de 31% et les autres leviers comme l'emailing et l'affiliation 890 millions d'euros en croissance de 8%. Et alors, que représente le mobile dans ces chiffres ? Alors, selon les calculs d'Oliver Wyman, le mobile représente désormais plus de 70% des recettes des moteurs de recherche comme Google, soit 2,24 milliards d'euros. C'est même jusqu'à 95% des recettes des réseaux sociaux comme Facebook ou Snapchat. Et là, on parle de 1,9 milliard d'euros. Dans le display, c'est plus modeste, c'est l'ordre de 50%. Et quand on agrège tous ces chiffres, on arrive à peu près à 5 milliards d'euros de publicité digitale en France, soit quasiment les 2 tiers du marché français. Et vous allez me dire que ça profite aux GAFA ?
Alors effectivement, les médias historiques issus de la presse, de la télé ou de la radio ont un rôle assez secondaire. Ils représentent à peu près un tiers de la publicité digitale en France et à peine 5% sur mobile. Dans le même temps, les géants américains du numérique, les GAFA, effectivement, captent le gros des recettes. Google, par exemple, en 2021, c'est près de 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires de revenus publicitaires, 61 milliards de dollars sur le seul quatrième trimestre. Et on l'a vu, c'est principalement réalisé sur mobile. La société, d'ailleurs, pourrait prochainement rejoindre Amazon, Microsoft ou Apple dans le club très fermé, des boîtes qui pèsent plus de 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Sur le même quatrième trimestre, Meta, la maison mère de Facebook, a réalisé 33 milliards de dollars de recettes, dont 10 milliards de profits. Et est-ce que vous voyez des nuages se profiler à l'horizon ? Alors effectivement, si on regarde les chiffres, aujourd'hui, 67% de la population mondiale est équipée d'un téléphone portable, 92% se connectent avec un téléphone portable, ça fait 5,3 milliards d'internautes. Et le premier nuage, ça serait en fait la maturité de ce marché. Ça va être difficile d'aller maintenir des taux de croissance à 2 chiffres, comme on a pu observer ces 10 dernières années. Le groupe Meta, d'ailleurs, la semaine dernière, on a fait la cruelle expérience en annonçant une stagnation de sa base d'utilisateurs actifs à 2,9 milliards, a perdu plus de 200 milliards de dollars en bourse en une seule journée. On peut aussi anticiper d'autres nuages qui soient avec une plus forte concurrence. On voit la montée en puissance des applications chinoises comme WeChat ou TikTok et qui font de plus en plus concurrence aux géants américains. Et également une plus grande pression réglementaire, notamment avec en Europe le DSA qui devrait taper très fort sur les géants américains du mobile. Donc il y aura une décennie plus compliquée probablement pour ces acteurs. Oui. Et ça veut dire déjà quelle projection sur 2022 ? Alors, Oliver Wyman, toujours pour le SRI, est optimiste pour l'année 2022, 18% de croissance et on devrait atteindre donc la barre des 9 milliards d'euros, dont 6 milliards pour la publicité mobile, malgré, on le disait, les incertitudes juridiques ou techniques qui pèsent sur ce marché. Selon The State of the Mobile Apps de Appenny, on pourrait passer de 295 milliards de dollars dans le monde à plus de 350 milliards de dollars en 2022 et ça nous ferait donc en 2022 de la publicité mobile à peu près 50% de l'ensemble du marché de la publicité dans le monde, online et offline, estimé à 700 milliards de dollars par l'agence Magna. Donc oui, des chiffres fous, effectivement. On enchaîne avec les autres news et ces ventes de smartphones qui repartent à la hausse. Oui, là c'est une étude de Counterpoint Research qui nous dit qu'après une année 2020 difficile, à nouveau marquée par la crise Covid, les ventes de smartphones sont reparties à la hausse. À peu près 1,4 milliard de smartphones ont été vendus en 2021 partout dans le monde. Alors le champion, ça reste le coréen Samsung qui a écoulé 270 millions de smartphones en croissance de plus 6%. Derrière, une très belle année pour Apple, 240 millions d'iPhone vendus en croissance de 18%. Merci le succès de l'iPhone 13. Ouais. Et derrière ce duo qui domine l'industrie depuis 10 ans, il n'y a plus Huawei, mais on retrouve 3 autres constructeurs chinois, notamment Xiaomi, 190 millions de smartphones en croissance de 31%, Oppo, 143 millions de smartphones, plus 28%, et enfin Vivo, 131 millions de smartphones et 21% de croissance annuelle. En pleine forme. Alors, il y a ce RCS, donc ce nouveau format de SMS dont vous nous avez beaucoup parlé, qui devrait toucher 1,2 milliard d'utilisateurs en 2022. Oui, alors que le groupe Meta stagne en termes d'utilisateurs actifs, Juniper a publié une étude sur le RCS, donc c'est une technologie de mobile messaging qui devrait succéder au SMS, et selon leurs projections, effectivement, elle devrait toucher 1,2 milliard d'utilisateurs au cours de l'année 2022, et ça pourrait même monter à 3,8 milliards d'utilisateurs à l'horizon 2026. C'est beaucoup plus que les 2 milliards d'utilisateurs actifs de WhatsApp, qui est aujourd'hui la première messagerie au monde. Et sur le plan financier, Juniper Research estime que les revenus du RCS pourraient passer de 230 millions de dollars en 2022 à plus de 4,6 milliards de dollars en 2026, en s'inscrivant dans la continuité du SMS marketing. Donc une technologie effectivement très prometteuse. On termine avec le M-commerce qui bondit de 23% et représente désormais 48% des ventes de e-commerce en France. Effectivement, la FEVAD a publié la semaine dernière les chiffres, le bilan du e-commerce en France pour l'année 2021. Alors on est sur une croissance de 15%, ça représente 129 milliards d'euros et effectivement sur ces 129 milliards d'euros, le mobile représente aujourd'hui 48% des transactions en croissance annuelle de plus de 23%. Alors la FEVAD explique qu'il y a eu un rebond des ventes de services, notamment les tickets de train, la billetterie, et qui avait été fortement touché par le Covid. Et donc ce secteur rebondit, ça tire le mobile et on s'approche du seuil effectivement des 50% de transactions. On verra si la nouvelle appli SNCF Connect, qui ne fait pas l'unanimité, fait baisser ces chiffres. Merci beaucoup, Jérôme Bouteiller, fondateur de Écran Mobile. À suivre dans Smart Tech, on va découvrir une nouvelle façon de faire des panneaux solaires. Et
demain, notre Zoom quotidien sur une innovation avec Cécilia. Bonjour. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on découvre avec vous une nouvelle propriété assez extraordinaire, mais d'un matériau déjà connu. Oui, en fait, c'est une histoire assez folle que je vous raconte d'une découverte scientifique. Comme toujours, elles sont assez intéressantes. Et ça pourrait révolutionner effectivement la conception des panneaux photovoltaïques de demain, car le matériau qui a été découvert sur la base d'un matériau connu est auto-réparant. En fait, il s'agit de nanoparticules fabriquées sur la base d'un élément semi-conducteur que les physiciens appellent le perovskite. C'est un matériau qui a été identifié il y a 200 ans déjà, et aujourd'hui, c'est une piste extrêmement intéressante pour mettre au point des panneaux photovoltaïques parce qu'il est semi-conducteur et qu'il transforme l'énergie solaire en électricité. Mais il y a un problème. Dans sa composition, la plupart du temps, on trouve du plomb. Et vous le savez, le plomb, c'est mauvais pour l'environnement, c'est mauvais pour la vie, c'est extrêmement dangereux. Donc, il faut trouver une solution pour extraire ce plomb de la composition de ce perovskite. Et en cherchant des solutions, des chercheurs du Technion, l'Institut technologique d'Israël, ont réussi à mettre au point non seulement des nanoparticules, c'était leur approche, transformer ce perovskite en nanoparticules. Ils ont réussi à extraire le plomb, mais ils ont aussi réussi à créer un matériau auto-réparant. Et comment ? Alors c'est un peu par hasard. Finalement, on a envie de se dire, c'est comme toutes les grandes découvertes scientifiques. En fait, ils ont chauffé le perovskite à 100 degrés pour le transformer en nanoparticules. Ça, très bien. Ils ont voulu regarder le résultat. Donc, ils ont utilisé un microscope électronique. Et le faisceau d'électrons envoyé a troué la structure de cristal des nanoparticules. Et ils se sont rendus compte que là, à ce moment-là, le trou ne bougeait pas, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait une espèce de petite croûte autour, et c'était dû à une molécule organique. Alors, ils ont retiré cette molécule organique, et là, sous leurs yeux, quand ils ont refait le test, le matériau s'est auto-réparé, le trou a quasiment été éjecté, en fait, il a disparu sous leurs yeux des cristaux. Et ça, en fait, c'est dû au fait que sans cette molécule organique, les ions pouvaient librement circuler, et donc, en passant, combler le vide. De sorte que ce matériau, à chaque fois qu'il va avoir un dommage, à chaque fois qu'il va avoir un détail qui va séparer sa structure, elle va se recréer instantanément. Et donc, on pourrait imaginer que des panneaux solaires endommagés s'auto-réparent. Oui, on pourrait aller même encore plus loin, mais avant d'aller plus loin, il faudra changer d'échelle. Parce que là, c'est microscopique, donc il faudra pouvoir passer à des cristaux plus grands pour pouvoir réaliser de nouveau ce miracle technologique, si j'ose dire, même si c'est effectivement de la science. Et alors demain, on pourra avoir des panneaux solaires qui s'auto-réparent. Imaginez la différence pour la maintenance, ne serait-ce que ça. Ouais. Donc financièrement, ce serait une énorme différence, vraiment. Et puis en plus de ça, on pourrait imaginer des applications sur notre vie quotidienne. Imaginez que vous allez charger votre téléphone dans la nuit et quand vous vous réveillez, il n'y a plus d'impact sur l'écran. Ce serait quand même une belle différence dans notre quotidien. Ah oui, j'apprécierais. Oui. Merci beaucoup, Cécilia Sévry, pour ces découvertes et merci à tous, surtout de nous avoir suivis. Je vous propose un rendez-vous demain avec la grande interview, sur la grande interview de Stéphane Distinguin, et un autre rendez-vous avec les technologies de l'espace. Voilà, ça c'est pour le programme de demain. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée.